Il y a eu un emballement. On a vu arriver aussi des gens qui étaient des BIM managers, des gens qui avaient travaillé sur des projets hors France, où en fin de compte on était sur des joint ventures, où tout le monde était en gros pour travailler, et les choses se faisaient d'une façon, alors souvent avec un format propriétaire. J'ai rien contre les formats propriétaires, et ils étaient les maîtres du jeu, quoi. Alors moi je les appelle les ayatollahs du BIM. Quand on a pris les choses d'une façon, je dirais, un peu plus terre à terre, et en fonction du vouloir, de la capacité des gens, et ben, les gens ils ont commencé à s'approprier le système. Puis une fois qu'ils se l'ont approprié, ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt? Et il y a des gens qui l'ont fait pas du tout par obligation. Ils l'ont fait parce qu'à un moment, ils ont découvert, et puis ils se sont dit, mais bon, bah oui, c'est quand même, il y a quand même une intelligence. Le revirement de situation, parce que bon, le format IFC, création de Munismark International, 1995, c'est pas hier. La France a adhéré en 1996, c'est-à-dire qu'on a eu un chapitre français de Munismark International en 1996. On était, alors bon, j'ai l'impression de me rabocher depuis tant d'années, mais dans la notion de Game Boy, on était dans le visuel. Et je te fais tourner, je peux couper, je fais un scan, on voit tout. Et les gens du bâtiment, et les pros, disaient mais ça c'est fait pour les gens qui connaissent rien. Moi j'ai toujours tendance à dire, à un concours, un maître d'ouvrage demande une maquette en balsa ou en carton du projet pour le comprendre, ou aussi pour un outil politique pour dire voilà ce que ce bâtiment il va faire, et puis comment est-ce qu'on peut, si on fait une maquette où on a représenté l'environnement, voilà, on pose la maquette ici, et voilà dans l'environnement, le bâtiment, comment il s'insère. Et puis les pros disaient mais nous, moi quand je vois une vue en plan, quand je vois une coupe, quand je vois une façade, je comprends comment ça se passe. J'ai pas besoin de ça. Quand on a mis en avant que ce qui était important, c'était la donnée qui était rattachée à l'objet, et que cette donnée, on pouvait la prendre en considération sur le cycle de vie d'une construction, là, économiquement parlant, il pouvait y avoir un système qui était développé. C'est-à-dire que la donnée, elle allait servir à plein d'acteurs. Et si on avait un raisonnement global, c'est-à-dire que quand une donnée elle est bonne, que quelqu'un gagne du temps pour trouver cette donnée, automatiquement, à un moment, ça génère une économie. Quand je viens remplacer une pièce d'un élément dans un bâtiment et que j'ai toutes les données par rapport à cette pièce, j'ai pas besoin de me déplacer, je vais pas perdre du temps à prendre quelqu'un, aller venir sur place, voir et tout, c'est bien cette pièce, nani, nana, aller chercher cette information. Peut-être que les informations, on ne les aura pas parce qu'on a perdu les documentations et tout. Donc c'est-à-dire qu'en face, on mettait bien en évidence que la donnée avait une valeur. Et donc là, les gens ont commencé à se dire, si on sait, ça va aller mieux. Anecdote, aujourd'hui, on est pollué, aux deux sens du terme, par l'amiante. Imaginons qu'on ait utilisé la maquette avec des renseignements sur les objets, et qu'aujourd'hui, d'un clic, on serait en capacité de dire de l'amiante, il y en a ici, il y en a là, il y en a là, parce que quand on l'aurait mis en œuvre, on savait tous qu'on mettait de l'amiante en œuvre, quand on faisait un flocage, un calorifugage, qu'on venait mettre un plafond dans la fiche technique, ou dans une dalle vinyle amiante, ça portait bien son nom. On savait qu'il y avait, sauf qu'aujourd'hui, on en a perdu la trace. Qu'en utilisant la maquette, alors, ça veut dire qu'on aurait dû utiliser cette maquette il y a une soixantaine d'années, voilà, on n'aurait pas la problématique. Et donc là, les gens, il y a eu un déclic. Notre association, Média Construit, qui est maintenant venue Munismark France, c'est mieux communiquer pour mieux construire. Et ça, c'est important. Et le fait de pouvoir avoir des interférences entre les métiers, avec des données qui sont sûres et bien calibrées en fonction du besoin, on voit que voilà, c'est évident que c'est un outil qui doit permettre de faire avancer les choses. Parce que je vais mettre à disposition un outil qui va pouvoir me permettre d'échanger, de communiquer. Et puis surtout, il faut bien penser qu'un gestionnaire de patrimoine, la phase de conception, la phase de réalisation, elle est très courte. Et les gens, ils se connaissent. Okay, quand on remet les clés et qu'on rentre dans la partie gestion du patrimoine,
Mais il y a des gens qui récupèrent un bâtiment, c'est comme le mec à qui on donne une voiture, on lui donne les clés, mais il ne sait pas ce qui s'est passé en amont, et c'est lui qui va la faire fonctionner. C'est les mastodontes, mais pas que. En fin de compte, on a la chance en France, alors moi je le dis, parce qu'on nous a reproché au niveau de notre association à un moment qu'on avait des gros. Mais je dis, mais heureusement qu'on a des gros. Et quels que soient les secteurs, parce qu'on a la chance d'avoir des gros qui ont compris que de toute façon, le BIM, il était ensemble. On ne va pas développer un truc chacun dans notre coin. On va mettre les choses sur la table. Après, il y a la partie commerciale qui va jouer. Mais il y a plein de choses qu'on peut développer. Et eux, au sein de l'association, ben, ces acteurs ont accepté de faire partager aussi bien leurs réussites que leurs échecs pour faire avancer les choses. Et donc, à un moment, je disais, nos majors, aussi bien de l'ingénierie, des constructeurs, des industriels, ont pris des TGV parce qu'ils voulaient aller vite. Malheureusement, ils n'ont pas pris le bon quai, donc le TGV, il n'est pas allé dans la direction dans laquelle ils voulaient. Donc, ils sont revenus. Bon, après, il y en a d'autres qui ont décidé peut-être de prendre un TER. Ils y sont allés graduellement, mais chacun a donné son retour d'expérience. Et ça a permis, je pense, de gagner beaucoup de temps. Parce que, moi je vais être franc, moi je suis un cabinet d'économie, j'ai 7 personnes. Si je me mets à faire de la R&D, ça risque de me coûter cher. Si je gagne, très bien. Si je perds, c'est un peu plus compliqué. Quand je suis dans des grands groupes, ils ont une fonction de R&D. Donc c'est normal. Et là, vraiment, moi j'ai été très surpris de voir que ces gens-là acceptaient, les gens qui sont concurrents dans la vie, acceptaient de se mettre autour d'une table pour faire avancer les choses. Donc nos amis majors, même chez eux, d'une région à l'autre, ils n'ont pas forcément la même façon de s'approprier le BIM. Parce que le BIM, moi je dis, c'est 20% de technologie et 80% d'humain. Et mon collègue président du chapitre américain me dit, non, Pierre, c'est 10% de technologie et 90% d'humain. Par contre, il faut des standards. Il faut des standards, il faut que les choses soient normées, parce qu'il faut que les choses soient bien organisées. C'est qui on pourrait dire, les évangélistes du BIM qui doit sonner la charge en priorité? Alors moi je dis en priorité c'est le maître d'ouvrage. Okay. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir l'utilisation du BIM, aller dans une logique de coût global. Bon, où est-ce qu'on dépense le plus d'argent en coût global? 75% gestion maintenance, 25% investissement.